Coucou tout le monde et bienvenue dans ce nouveau cours sur le VIH. C'est un cours qui va être un peu plus long et un peu plus dense que le premier, mais vous inquiétez pas et ne prenez pas peur en voyant les noms des protéines. On va découvrir le cours ensemble. Sur ce cours sur le VIH, les points importants à comprendre, c'est les différentes étapes de son cycle réplicatif. Tout d'abord, on va parler de l'histoire du VIH, c'est vraiment du par cœur et une partie qui va assez vite. Puis ensuite de la structure du VIH, comme on l'a fait avec la grippe, il faut surtout pas confondre les deux. Puis le cycle réplicatif du VIH, donc c'est vraiment le gros chapitre de ce cours-là. Alors si on parle de l'histoire du VIH, en 1980 à 1982, on s'est rendu compte qu'il y avait certaines pathologies qui apparaissaient dans des groupes de personnes, mais qui n'étaient pas habituelles. Et ces groupes de personnes avaient en commun le fait d'être immunodéprimés. Immunodéprimés, ça veut dire que leur système immunitaire est défaillant, donc elles sont plus propices à accueillir certaines maladies. Donc on a découvert que ce groupe de personnes était sûrement infecté par un agent infectieux transmissible. En 1983, c'est donc l'équipe de Luc Montagnier et essentiellement Françoise Barré-Sinoussi qui a découvert le VIH. En 1986, François Clavel découvre le VIH2, donc il est un peu différent, mais son épidémiologie est limitée à l'Afrique de l'Ouest. Maintenant, on s'intéresse à la structure du virus, comme on l'a fait pour la grippe. Cette fois, on va décrire la structure du VIH. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que comme pour la grippe, il y a une classification. Le VIH fait partie de la famille des rétroviridae. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans son cycle, il a une étape de rétrotranscription. On va décrire après ce que c'est ce phénomène de rétrotranscription pour ce type de virus. Ce qu'il faut savoir également, c'est que c'est une protéine sphérique qui fait 110 nanomètres. Et donc si on décrit sa structure de l'extérieur vers l'intérieur, on a en bleu une enveloppe. Donc une enveloppe qui est une bicouche lipidique. En vert, on voit qu'on a des glycoprotéines qui sont transmembranaires. Ces glycoprotéines sont appelées GP41. Et au-dessus des glycoprotéines transmembranaires, on a des protéines de surface, elles sont en surface et non pas transmembranaires, c'est GP120. Puis ensuite, on va plus vers l'intérieur. On a une matrice protéique, donc en fait c'est la face interne de l'enveloppe qui est composée de P17. En violet, on a la capside virale qui va renfermer l'ARN à polarité positive. On a donc deux brins d'ARN à polarité positive identiques. On voit donc un piège qui peut se faire avec l'ARN de la grippe qui est lui à polarité négative. Pour retenir, je me disais que quand on est atteint du VIH, on va dire qu'on est positif au VIH, ça se dit un peu moins de dire qu'on est positif à la grippe. Et dans la capside virale, on va aussi retrouver des enzymes. Donc la transcriptase inverse, l'intégrase et la protéase. Mais on va en reparler après. Et donc là, on va commencer à parler du cycle réplicatif du VIH. Donc comment le VIH acquiert cette structure super bien définie? Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a plusieurs étapes. La première étape, ça va être l'entrée du virus dans la cellule cible. La cellule cible, ça peut être un lymphocyte TCD4+, des macrophages, des cellules dendritiques, et la première étape se fait en deux temps. Tout d'abord, on va avoir la liaison du virus à la cellule cible, ou l'attachement, qui se fait avec des interactions très fortes, et la deuxième, ça va être la fusion. On va comprendre pourquoi. Cette première étape, elle est cruciale, parce que le virus a besoin d'une cellule pour se répliquer. Sans cellule, le virus meurt. On peut le voir comme une histoire. Comment se fait l'infection? La première étape donc met en jeu des protéines cellulaires qu'on voit ici. Donc on va s'arrêter. Les protéines cellulaires, ce sont lesquelles? Tout d'abord, le récepteur CD4, qui est physiologiquement impliqué dans l'immunité, mais le VIH va détourner son utilisation pour l'utiliser comme une cellule et pouvoir infecter la cellule cible. Il y a également des corécepteurs, donc le CCR5 et le CXCR4. Maintenant, on va s'intéresser au VIH. Le VIH, donc le méchant, c'est la cellule qui va attaquer la cellule cible. On a les glycoprotéines de surface, en jaune, GP120, qui vont directement entrer en contact avec la cellule cible, vu que ce sont des protéines de surface, et les glycoprotéines transmembranaires GP41, en vert. Donc c'est pour ça que cette première étape, elle est vraiment liée à des interactions très fortes entre GP120 et les protéines cellulaires. GP120 qui est la protéine de surface. Là, le virus va être attiré et donc on va avoir une liaison. Comme je vous ai dit, si la cellule ne présente pas le récepteur CD4, le virus sera incapable d'infecter la cellule. En tout cas, vu que la première étape elle est un peu compliquée à comprendre, je vous ai fait un petit schéma. Donc là, imaginons un vaisseau. Un vaisseau avec les globules rouges, les anticorps et les lymphocytes T qui font partie du système immunitaire. Les lymphocytes T, donc on le voit, possèdent des récepteurs CD4. Le VIH, ce qu'il va faire, c'est qu'il va arriver à l'entrée du vaisseau, hop, et entrer en contact avec un lymphocyte T qui a le récepteur CD4. Si on zoome un petit peu, on voit que GP120, la protéine de surface, s'approche du récepteur CD4 avec des interactions très très fortes, et donc
on va avoir une liaison qui se fait avec le récepteur CD4, mais également GP120 avec le corécepteur CXCR4 ou CCR5, et cette liaison va provoquer des changements conformationnels des deux côtés. Donc la première liaison de GP120 avec le récepteur CD4 entraîne une modification conformationnelle des deux côtés, puis GP120 va pouvoir s'accrocher au corécepteur, et donc on aura vraiment une modification conformationnelle qui va permettre de détacher, de démasquer GP41 qui était à présent cachée dans GP120, et donc elle va pouvoir entrer en contact de la cellule cible. Ce qu'il faut savoir, c'est que CXCR4 et CCR5 sont de base des corécepteurs qui ont un rôle physiologique pas du tout lié au VIH dans notre organisme. Le récepteur CXCR4 est le récepteur des alpha-chimiokines et CCR5 est le récepteur des bêta-chimiokines. Ça a l'air un peu compliqué, mais ce qu'il faut retenir, c'est que les alpha-chimiokines et les bêta-chimiokines sont les ligands naturels des corécepteurs CXCR4 et CCR5. Donc si une personne a un taux élevé de bêta-chimiokines, alors les récepteurs CCR5 seront déjà occupés et le VIH ne pourra pas infecter la cellule. Certains patients qui ont un taux élevé de bêta-chimiokines et donc l'infection au VIH va se faire plus lentement vu que les corécepteurs CCR5 sont déjà occupés par leur ligand naturel. Donc on va avoir GP41 comme un harpon qui va s'agripper au lymphocyte T, donc à la cellule cible, et va rapprocher le virus jusqu'à atteindre un phénomène de fusion complète. Donc on a d'un côté la membrane cellulaire, de l'autre l'enveloppe virale qui vont fusionner. Et après cette fusion, on va avoir un peu comme une sorte d'endocytose de la capside virale qui va pouvoir rentrer librement dans la cellule cible. La capside ensuite va se désintégrer et on va avoir l'ARN viral qui est libre dans notre cellule cible. Et son but au VIH, ça va être d'infecter un maximum de cellules. Donc on a des souches du virus qui vont cibler différents types cellulaires et là on va parler de tropisme cellulaire. Le tropisme cellulaire, c'est quoi? C'est la voie d'entrée du virus dans la cellule cible. On a donc, on le voit sur le schéma, des virus à tropisme R5, donc ils vont utiliser CD4 et CCR5, des virus à tropisme X4, donc surtout pour les lymphocytes T, qui vont utiliser CD4 et CXCR4, et les virus à double tropisme, donc qui sont à la fois capables d'utiliser le corécepteur CXCR4 et CCR5. Et donc là, pour chaque étape, on va voir les différentes thérapeutiques qui ont été mises en place pour stopper l'évolution du virus. On a des cibles virales, donc les anti-GP120 et les anti-GP41, des cibles cellulaires, donc on peut stopper la modification de conformation de CD4, mais également celle de CCR5, attention pas CXR4, celle de CCR5 pour stopper l'évolution du virus et l'infection dans notre organisme. Et donc en toute logique, si on donne à un patient qui est infecté par une souche R4 un inhibiteur des souches R5, ça ne va pas marcher. Et donc là, on se rappelle, on avait notre ARN simple brin qui est solo dans la cellule cible, mais nous, on ne veut pas de l'ARN, on veut de l'ADN. Donc on va avoir une étape fondamentale qui est l'étape de rétrotranscription et qui constitue la deuxième étape du cycle réplicatif viral du VIH. Et ça va être vraiment un complexe enzymatique super important qui va nous permettre de réaliser ça. Il faut s'imaginer que c'est comme une usine qui va nous permettre de passer d'ARN à de l'ADN. Donc l'étape qui va nous permettre de passer d'ARN à de l'ADN double brin, ça va être vraiment une cinétique très complexe. Mais en simplifié, on a un ARN simple brin, notre ARN viral de départ. À partir de notre ARN viral simple brin, on va réaliser de l'ADN simple brin. Et donc cet ADN simple brin, il est réalisé grâce à une enzyme qui s'appelle l'ADN polymérase, vu qu'on synthétise de l'ADN, ARN dépendante, vu que la matrice c'était l'ARN. Ensuite, on se retrouve donc sur la deuxième partie du schéma avec un ARN dont on s'en fout et de l'ADN. Nous, on s'en fout de l'ARN, on veut qu'il dégage, donc on va voir l'activité RNase. L'enzyme RNase va détruire le simple brin d'ARN. Là, on se retrouve avec de l'ADN tout seul, simple brin. On n'a plus qu'à répliquer ce brin d'ADN-là, on se retrouve avec de l'ADN double brin. Donc cette activité-là est réalisée grâce à l'enzyme ADN polymérase ADN dépendante, vu que la matrice, c'était l'ADN. Ces trois enzymes importantes, on va l'appeler la reverse transcriptase, c'est ce qu'il y a sur ce schéma-là en forme de main, et la reverse transcriptase n'a pas une activité réplicative très fidèle. Donc on va avoir plein de virus un petit peu différents, c'est ce qu'on va appeler vraiment
un équilibre instable entre plein de virus génétiquement différents mais très proches. Et après cette étape de rétrotranscription, on va avoir l'addition des deux côtés de petites séquences d'ADN qu'on va appeler les LTR et qui va permettre l'intégration de cet ADN double brin dans le noyau pour que l'ADN soit au contact du génome de notre cellule à nous. On se retrouve avec plein de virus très proches mais quand même un petit peu différents et ceux qui vont réussir à échapper au système immunitaire vont persister dans notre organisme et vont donc causer l'infection VIH. Et donc là, on se retrouve avec de l'ADN double brin qu'on va appeler le provirus. Pourquoi le provirus? Le virus, lui, ce qu'il veut, c'est faire partie du génome de la cellule pour pouvoir utiliser les enzymes de réplication cellulaire physiologique et se répliquer dans notre organisme. Mais avant de faire partie de la transcription et de la traduction des gènes cellulaires normaux, il faut qu'ils s'intègrent à notre génome. Donc ce qui va se passer, c'est qu'une enzyme qu'on va appeler l'intégrase va cliver les extrémités des provirus dont on a parlé précédemment pour pouvoir rapprocher le provirus et le maintenir au contact de l'ADN cellulaire. L'intégrase maintient donc l'ADN viral au contact de l'ADN cellulaire et les enzymes cellulaires qui pensent qu'elles se sont trompées vont réparer l'ADN et intégrer l'ADN viral dans notre génome cellulaire comme si de rien n'était. L'ADN viral est vraiment intégré dans l'ADN cellulaire et donc il va subir les étapes de traduction et de transcription comme tout autre gène cellulaire. On va donc avoir des ARN messagers viraux, mais ces ARN messagers viraux vont avoir un seul site de déclenchement, mais beaucoup d'ARN messagers différents parce qu'il va y avoir un épissage qui va permettre d'obtenir des ARN messagers qui codent pour diverses protéines virales. Et donc là, on a deux grands précurseurs polypeptidiques, les polyprotéines ANV et les polyprotéines GAG et GAGPOL. Les polyprotéines ANV, elles vont faire comme les protéines cellulaires, elles vont passer par le RE, l'appareil de Golgi, elles vont subir des modifications post-traductionnelles et être clivées par une protéase cellulaire pour obtenir GP120 et GP41. J'ai écrit GP4, mais c'est GP41. Ces polyprotéines vont donc être matures, elles vont arriver directement matures au bourgeon en cours de formation. Puis ensuite, je me disais que les polyprotéines GAG et GAGPOL, elles faisaient un peu les stars. Elles ne vont pas passer par les compartiments cellulaires comme les polyprotéines ANV, mais par des endosomes, et elles vont arriver immatures au bourgeon en cours de formation. La maturation va se faire plus tard, et comme ça va être assez tardif, ce sont des protéases virales qui vont s'occuper de leur clivage, elles vont devenir matures après l'étape de bourgeonnement. Le bourgeonnement, ça va vraiment être la sortie du nouveau virus de la cellule cible. On a vu tout à l'heure avec l'étape 1 qu'il y avait des thérapeutiques qui permettaient de bloquer l'entrée du virus dans la cellule cible. Mais on a également d'autres thérapeutiques qui ciblent les autres étapes du cycle réplicatif du VIH. On revient en arrière. L'étape de rétrotranscription. Cette étape-là, elle peut être inhibée par des inhibiteurs de la reverse transcriptase. Ça peut soit être des inhibiteurs nucléosidiques ou des inhibiteurs non nucléosidiques. Dans cette leçon, on va plus se concentrer sur les inhibiteurs nucléosidiques de la reverse transcriptase. Par exemple, on a l'azidothymidine. L'azidothymidine, c'est une molécule qui n'est pas phosphorylée, mais si on en prend, elle va être triphosphorylée dans notre organisme. Pourquoi elle est utile chez les patients atteints de VIH? Parce que l'azidothymidine, une fois triphosphorylée, va être un analogue de la thymidine qui est utilisée par la reverse transcriptase donc pour synthétiser l'ADN. Sauf que quand l'azidothymidine triphosphorylée va être incorporée dans l'ADN, l'élongation ne peut plus se faire puisqu'elle n'a pas de radical 3OH comme vous l'avez vu en biologie moléculaire au premier semestre pour continuer l'élongation du brin d'ADN. Sauf qu'il y a un petit bémol, c'est qu'en monothérapie, cette thérapie elle est pas trop efficace. Pourquoi? La reverse transcriptase, elle va comprendre qu'il y a un truc bizarre et elle va muter pour ne plus utiliser l'azidothymidine et donc les patients vont devenir moins sensibles à cette thérapeutique. Ensuite, on a l'étape d'intégration du provirus à l'ADN cellulaire. Et cette étape-là est capable d'être inhibée avec des anti-intégrases et pas des antiprotéases. Après l'intégration de l'ADN viral à l'ADN cellulaire, on avait l'étape de transcription et de traduction des gènes viraux. Mais attention, il n'existe pas de thérapeutique pour cette étape-là, tout simplement parce qu'on ne peut pas inhiber des phénomènes physiologiques, sinon ça perturberait notre cycle cellulaire normal. Il y a une dernière étape, donc on a parlé des précurseurs des protéines virales. Il faut bien que ces précurseurs soient clivés. On a vu que les précurseurs ANV étaient clivés par les protéases cellulaires et qu'ils arrivaient matures dans le bourgeon en cours de formation. Mais pour que le bourgeon et que le virion deviennent matures, il y a une dernière étape, c'est donc le clivage des protéines GAG et GAGPOL. Retenir que le clivage de GAG et de GAGPOL est absolument essentiel pour avoir les protéines
P24 et P17 qui vont former en fait la capside et la matrice pour que le virus puisse sortir et devenir infectieux. Et donc pour cette ultime étape, on va avoir des thérapeutiques qui vont être mises en place contre la maturation du virion, donc pour empêcher le virion immature de devenir mature et infectieux. Les antiprotéases pour empêcher le clivage, mais aussi les inhibiteurs de maturation, donc il ne faut pas les confondre. Ce schéma-là va vraiment résumer ce que je vous ai dit avant. On va avoir le VIH qui va rentrer dans la cellule cible grâce au récepteur cellulaire CD4 et au corécepteur CCR5 ou CXCR4. On se retrouve avec l'ARN viral tout seul dans la cellule cible, sauf que cet ARN doit devenir de l'ADN viral pour pouvoir être intégré au génome cellulaire. Une fois intégré au génome cellulaire, l'ADN viral va donner des ARN messagers qui vont donner des polyprotéines, donc des précurseurs des protéines virales, qui vont ensuite être clivés et donner au final le virion mature. Là, je vous ai fait un ultime récap qui est ciblé sur les étapes du cycle viral et sur les thérapeutiques qui y sont associées. Il y a 4 classes d'antirétroviraux pour 5 étapes du cycle viral. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de thérapeutique associée pour la traduction et la transcription des gènes viraux. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo et c'est la fin de mes vidéos pour la tuto rentrée. J'espère vraiment que vous avez aimé, que ça vous a aidé. Si vous avez des questions, toujours, vous pouvez me les poser sur le forum. Je vous souhaite bon courage. Gros bisous!